Bonjour. Ça y est, c'est la fin de la pause et maintenant je vais essayer de vous parler un petit peu d'autre chose et un peu, pas d'autre chose, mais de l'IA et de le faire de façon plus concrète. Je remercie le groupe T2I de m'avoir invité. Je remercie Egg pour cette présentation qui nous a fait du futur du computing, de l'informatique. Mais l'idée, c'était de dire, bon, si vous voulez pouvoir appréhender tout ce que Egg vous a dit, il faut un peu comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est quand même mieux de savoir où on est aujourd'hui pour préparer le futur. Alors, une idée aussi, c'est de se dire que forcément, vous êtes là, vous êtes des dirigeants, vous gérez vos départements, vos entreprises. Et puis, ce qu'on veut faire ici aujourd'hui, c'est, je reprends la quote de Religion, que je vous conseille de lire, qui dit il faut des décideurs éclairés et non éblouis par l'informatique. Donc voilà, donc je vais essayer de vous éclairer et de ne pas vous éblouir, parce que ça, j'ai encore pas les compétences pour ça. Mon nom, c'est Jérôme Berthier et je suis fondateur de DeepLink, qui est une société experte en IA. Puis justement, dans la société, on aide les PME à installer l'IA. Donc c'est pour ça que, tu disais tout à l'heure, l'IA, c'est aussi accessible pour les PME. Alors avant de commencer mon talk, je voudrais juste vous poser une question. C'est, qui est prêt à recevoir des ordres d'une intelligence artificielle ? Ça dépend des ordres. Ah, je vois une main qui s'est levée là-bas. Donc je vois une main qui se lève. Je comprends, ça fout la trouille. Par contre, si maintenant je vous dis qui utilise ça, ou un système ? Personne ? Si, quand même, je crois. Et donc, quand votre GPS vous dit tourner à droite, vous ne tournez pas à gauche juste parce que c'est un robot qui vous l'a dit, quoi. Vous tournez à droite généralement. Des fois, ça vous amène dans les champs, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, vous le faites. Et c'est très drôle parce qu'il y a longtemps, les GPS étaient considérés comme l'intelligence artificielle. Et puis quand l'algorithme qui était derrière, qui s'appelle la distance la plus courte entre deux points, on l'a utilisé souvent, on a dit c'est plus de l'intelligence artificielle, on met ça de côté. Puis en fait, c'est souvent le cas dans ce qu'on a appelé l'IA depuis... alors si je remonte à l'historique, c'est 1950, mais à chaque fois qu'on a trouvé un algorithme qu'on utilisait au quotidien, puis que finalement ça nous aidait au quotidien, on a dit c'est plus de l'intelligence artificielle. Et puis c'est marrant parce que je raconte juste une anecdote. Il y a 10 ans, je suis parti faire un tour du monde avec mon épouse et puis notre sac à dos. Et puis vous savez quoi, pendant une année, on avait des gros Lonely Planet qu'on gérait partout. On arrivait dans un pays, on ne savait pas où il fallait dormir, où c'est qu'on allait manger, etc. Et puis, voilà, c'était l'aventure. Et il y a 2 ans, avec notre fille, on a loué un tuk-tuk au Sri Lanka. On est arrivé, on a payé $6 une carte SIM qui nous a donné de la data illimitée. Et on est tout seul, on s'est baladé dans le Sri Lanka, on avait accès Facebook, GPS, Booking, TripAdvisor, les restos, etc. Alors, c'est moins route, je vous l'accorde. Mais en fait, c'était hyper cool. C'est hyper cool. Et en fait, ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est que l'IA qui est intégrée dans votre vie de tous les jours, en fait, elle vous aide à être augmentée. Et puis, je dis une personne augmentée. Puis, je ne suis pas le seul à le penser. C'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est vraiment des outils. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Essayer de vous montrer. Alors pour ça, je me suis dit qu'il y a une personne, si vous ne me croyez pas moi, que vous allez peut-être croire, qui est Yann Lequin, qui est le prix Nobel d'informatique, on appelle ça le prix Turing, et qui est accessoirement juste le patron de l'IA de Facebook. Alors voilà ce que lui dit sur l'IA. Sur beaucoup de fantasmes vis-à-vis de l'intelligence artificielle qui nous viennent de la science-fiction, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les machines sont très 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 loin d'approcher la performance du cerveau humain ou même du cerveau des animaux. On en est encore très très loin. La machine ne va pas remplacer l'homme, en tout cas pas tout de suite. Même dans les décennies qui viennent, si on arrive à faire des machines qui sont aussi intelligentes ou plus intelligentes que les humains dans tous les domaines, elles ne remplaceront pas l'homme, elles seront à notre service. Elles amplifieront l'intelligence humaine. Elles démultiplieront notre pouvoir, si vous voulez. Comme tous les outils, en fait, ce sera un outil comme un autre. Donc voilà, ce sera un outil comme un autre, l'IA. Vous voyez ce qu'il en dit ? Donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'avec l'IA, on va être des hommes augmentés. Et puis, pour vous présenter les différents... J'ai dit que j'allais rentrer dans ce que c'est que vraiment l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait. Alors je ne vais pas faire de vous des EPFLiens. Si inversement il y a des EPFLiens, vous allez être un peu frustrés parce que je ne vais pas aller dans le détail des algorithmes. Mais je me suis dit que la meilleure façon de représenter l'homme augmenté, c'était un truc que j'adore, aux grandes dames de mon épouse, c'est ça. Fin du test, déconnexion et démarrage des diagnostics. Sors-moi un rapport météo et trafic aérien. Connecte-toi au tour de contrôle. Monsieur, des thérapies de calcul sont encore nécessaires avant toute tentative de vol au milieu... Jarvis, faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Paré, et 3,
2. Bah, vous savez quoi? Eh ben, Iron Man, on sait le faire aujourd'hui. Et c'est là-dedans où je vais venir pour les intelligences artificielles. Alors, c'est quoi les techniques qu'il y a derrière? Quand Tony Stark parle avec Jarvis, son ordinateur, il fait quoi? Donc, il lui parle, et en fait, il faut qu'il puisse comprendre, il faut qu'il puisse interpréter et comprendre ce qu'il lui dit. Donc, derrière ça, il y a une technique qu'on appelle le speech processing. Le speech processing, c'est quoi? C'est juste le fait qu'on est capable de distinguer des voix et distinguer le langage aussi. Pourquoi? Parce que le langage, il est très important pour la compréhension. Attention, le speech processing, c'est pas de la compréhension. La compréhension, ça se fera dans le natural language processing, je vous explique. Mais pourquoi? Parce que si vous êtes par exemple en français, le français est une langue qui est très contextuelle. C'est-à-dire selon ce que je dis, les mots n'ont pas le même sens. Alors qu'en anglais, c'est très lexical en fait. D'accord? Par exemple, pour dire un mouton en anglais, il y a la différence entre le mouton que je mange et le mouton qui est dans la prairie. Alors qu'en français, c'est le même mot. Derrière ça, il y a la problématique de la prononciation. Et c'est marrant parce que le même mot, et vous allez comprendre la difficulté pour un ordinateur, le même mot qui est par exemple un pneu, ça tombe bien, c'est l'hiver, vous allez changer vos pneus, et pour ça, vous allez utiliser un démon de pneu. Il n'y a pas de E, quoi. Et c'est le même mot. Mais le problème, c'est que l'ordinateur, lui, il faut qu'il interprète ça. Donc il y a la problématique de la grammaire, il y a la problématique du vocabulaire, la prononciation, et puis pour un même mot, par exemple, vous allez tous sur les réseaux sociaux et par exemple sur LinkedIn, vous avez plein de façons de le dire. Peut-être moi je dis LinkedIn, vous allez dire LinkedIn, LinkedIn ou autre chose. Pour la machine, tout ça, ça veut dire la même chose et c'est le même réseau social. Donc tout ça, c'est des complexités qu'on doit faire et c'est ce qu'on appelle le speech processing. Une fois qu'on a réussi à découvrir la voix, à découvrir les mots, il faut leur donner un sens. Et c'est ce qu'on appelle le natural language processing. Et toutes les techniques qui sont derrière du natural language processing, c'est les techniques que l'on a pour interpréter du texte. Et là aussi, le contexte est important, parce que si je vous dis, je prends une tomate, je la mets dans une assiette et je la mange, pour vous, c'est évident qu'on mange la tomate. Pour une machine, je dis, mais pourquoi je ne mangerais pas l'assiette? Parce que la machine n'a pas de sémantique. Puis alors après, si je dis, non, j'apprends que tu ne manges pas l'assiette. Elle dit, ah ouais, non, mais attends, on a changé, maintenant on fait des assiettes qui sont comestibles. Alors là, ça devient la brasse coulée pour notre IA. Donc vous comprenez un peu la difficulté que l'on a si on ne met pas l'interprétation dans le texte et dans l'IA. Donc voilà, ça, le fait de reconnaître la voix et de pouvoir l'interpréter, c'est le speech processing et c'est le natural language processing. Ça, c'est ce qu'on fait. Si vous utilisez Siri, c'est ce qu'il fait. Et au quotidien, quand on essaye d'interpréter les textes, c'est ce que l'on fait aussi. D'ailleurs, dans les anti-spam, qui sont quand même un des premiers, d'ailleurs, voilà, ça aussi, encore un exemple, c'est un des premiers sujets d'intelligence artificielle aujourd'hui. Tout le monde l'utilise, personne ne sait que c'était de l'IA qui est derrière, et on trouve ça complètement normal. Et c'est du NLP qui est derrière. Hop, tout à l'heure, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué pour les fans de voitures, mais dans l'écran de Iron Man, on voyait les pneus de son R8. Bon, voilà, la capacité de pouvoir analyser une image, de pouvoir l'interpréter, de pouvoir donner l'information, c'est le computer vision. Je ne vais pas rentrer dedans. Egg a parlé beaucoup de l'image, beaucoup de cette partie computer vision, donc je crois qu'il en a dit beaucoup plus que moi. Et puis, la dernière chose, c'est la robotique et les systèmes experts. La robotique, je pense que vous avez entendu parler. Aujourd'hui, on fait énormément de progrès. Il faut savoir que dans l'IA, dans l'histoire, c'était le premier truc qu'on a essayé de faire, parce qu'on adore les robots, on voulait faire des robots qui ressemblent à l'être humain. Aujourd'hui, c'est un des endroits où on est encore pas le moins avancé, mais où on a de plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on est capable de savoir reproduire le bras. Par exemple, il y a des choses très bien qui se font ici à l'EPFL. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des travaux de M. Courtine. Professeur Courtine, c'est génial, il fait remarcher des gens parce qu'ils ont mis une puce à l'intérieur de la moelle épinière qui permet de reconstruire les liens. C'est très, très impressionnant. Donc ça, la robotique, on travaille dessus. Les systèmes experts, c'était quoi? C'était aussi une tendance de l'IA qu'on a eue dans les années 80 qui disait on va prendre la connaissance d'un expert pour on va essayer de le modéliser. Tout à l'heure, on a vu un chatbot, vous savez, qui parlait, en fait, une dame avec qui on a interagi. Ça, c'est intéressant de se rendre compte que dans le chatbot, il y a 3 grandes dimensions. Il y a c'est par script, c'est-à-dire qu'on écrit tout quasiment. Et ça, c'est très proche du système expert, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire quand je vais interagir, qu'est-ce que je vais prendre comme décision, c'est-à-dire que notre bot, il va décider des choses. Alors bien sûr, il y a de la reconnaissance d'intention, ce qu'on appelle l'intention, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je veux comprendre dans quelle branche je me trouve de mon script, mais c'est très scripté. Ça, c'est le système expert. Derrière, autre chose, Siri, c'est du chit-chat. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on a été malin, on essaye de faire en sorte que votre Siri semble intelligent. Et vous savez ce qu'ils font derrière? C'est qu'ils prennent l'ensemble des sous-titres des films,
Ils mettent ça dans une base de données et quand vous posez une question, en fait, ils essayent de retrouver un passage d'un film pour dire tiens, ils ont répondu ça comme question et donc ça doit être à peu près ça que je pourrais dire. Ça, c'est assez drôle. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Si vous posez une question, vous posez une deuxième question, il n'y a pas de contexte. Donc souvent, ils vous reparlent. Mais c'est basé sur les films et sur les traductions des films. Et puis le dernier, c'est les Q&A. C'est ce qu'on aimerait tous faire. Aujourd'hui, c'est encore compliqué. C'est de poser une question et que le robot puisse vous retrouver la réponse dans un texte donné, en plus qu'il vous fasse référence à ce texte. Ça, c'est très, très compliqué. C'est ce qu'on fait. Alors en anglais, ça marche à peu près. En français, c'est hyper, hyper compliqué. Voilà, donc si vous connaissez ces 5 techniques de l'IA, Speech Processing, Natural Language Processing, Computer Vision, Robotique et System Expert, vous avez tout compris sur l'IA. Vous avez vu, c'est pas sorcier, c'était le titre du film, j'allais dire, de la présentation. Donc, si vous vous souvenez de ces cinq axes-là, ce sera toujours les mêmes. Et on va travailler là-dessus, on va travailler énormément là-dessus. Et c'est pour ça que mon Ironman, c'était un bon exemple, c'est qu'il prend en considération les 5. Ah, j'avais oublié des petits... Donc voilà, ça c'est les 5 points. Maintenant, pourquoi on est arrivé là, à l'IA? C'était marrant parce que ces 2 codes que je vous mets là, c'est des choses que je présentais il y a déjà 3 ans. D'accord ? Donc, dont un qui disait qu'en 2020, on aurait 85% des interactions clients qui seraient faites par de l'IA. Qui a implémenté de l'IA chez vous? Bon, pas beaucoup de mains qui se lèvent. Il faut vous dépêcher parce qu'il reste 2 mois avant 2020, donc il va falloir vraiment mettre le booster. Et c'est ce que je vous propose de faire. Je vous propose qu'on rentre dedans pour que vous puissiez, à la fin de cette conférence, sortir et savoir ce que c'est que l'IA. Vous inquiétez pas, Yann Lequin l'a très bien dit, Egg l'a dit aussi tout à l'heure, l'IA, en fait, c'est simplement aujourd'hui une machine qui est capable de faire des tâches bien mieux que l'être humain, mais de façon très précise. Et quand je dis ça très précis, c'est qu'il fait, par exemple, le jeu de Go, on sait tous qu'il a battu le meilleur joueur de Go, on sait qu'il sait jouer aux échecs, etc. Mais demandez à la machine qui fait le jeu de Go de vous préparer le café le matin, et en plus de vous emmener au travail, il ne saura pas faire. Pourquoi ? Parce que c'est très précis et de façon très, très monolithique. Alors, derrière l'IA, qu'est-ce qui se passe ? Il y a du machine learning. Et moi, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. OK ? On y va ? Vous êtes prêts ? Alors, ça, on s'en moque, c'est pas très grave. D'ailleurs, je le passerai, mais l'idée que je veux quand même vous reteniez, c'est que derrière de l'intelligence artificielle, il y a des probabilités. C'est très, très important. Et les gens ont peur de l'IA parce qu'ils disent « Ah, mais on ne va plus avoir la main ». Mais non, c'est vous, humains, qui mettez la barrière. C'est-à-dire que si je dis « Ok, je ne sais pas, je prends vous, monsieur, et je dis, voilà, je vais vous vendre un t-shirt rouge avec des fleurs. Et il y a 60% de chances que ce soit quelque chose qui vous plaise. Vous allez dire, non, pas du tout. Au pire, je me trompe, je lui propose mon t-shirt rouge avec des fleurs, il ne l'achète pas, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, si je parle des tumeurs cancéreuses et que je vous dis, mais non, vous n'avez pas le cancer, alors que vous n'avez potentiellement le cancer, là, c'est un peu plus problématique. Donc, c'est à nous de mettre la barre de probabilité à quel moment on fait confiance à la machine ou pas. Donc, restez quand même dans cette idée que derrière l'IA, il y a des probabilités, c'est nous qui mettons les seuils. C'est l'humain qui met les seuils, d'accord ? C'est l'humain qui développe ça. Alors, les 4 grandes familles du machine learning sont ce qu'on appelle le mode supervisé, non supervisé, le reinforcement learning et puis le système de recommandation. On va passer dedans, comme ça vous allez être pro à la fin de la séance. Le mode supervisé, c'est parti de l'idée de dire, OK, j'ai des données historiques. Elles ont été, ce qu'on disait, labellisées, ou en tout cas, elles ont pu être annotées. Et puis, grâce à ces données historiques, je vais faire apprendre à ma machine quel va être le futur. Je fais des prévisions. Alors, là, c'est quelque chose de simple. C'est ce qu'on appelle une régression linéaire. Ceux qui ont fait des maths, c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. C'est un truc qu'on utilise depuis longtemps. C'est quoi ? Voilà, j'ai les mètres carrés de ma maison, j'ai les prix de ma maison, et puis je vais essayer en sorte de trouver un algorithme, alors par exemple le bleu ou le vert, qui va faire quoi ? Qui va me donner le prix de vente si moi aujourd'hui je voulais vendre ma maison. Alors si vous regardez bien les algorithmes, vous allez me dire, ouais Jérôme, je préférerais que tu sois dans l'algorithme vert que dans le bleu parce que je vais mieux vendre ma maison. Ce qui est vrai, et c'est ça le but de notre travail en tant qu'expert en machine learning, c'est d'essayer de trouver l'algorithme le plus juste par rapport aux données que vous avez. Donc ça, c'est une régression linéaire, d'accord ? Donc j'ai des données historiques, je les projette et j'essaie de trouver une réponse quand j'aurai une question. Ça, c'est le premier mode supervisé. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle la classification. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé des tumeurs cancéreuses. Ce que je vais essayer de trouver, c'est cette droite-là, qui permet de faire la distinction entre les cellules que je vais considérer cancéreuses et les cellules que je vais considérer comme non cancéreuses par rapport, là, c'est à l'âge des patients et la taille des tumeurs.
Okay, ça, c'est de la classification. Donc voilà, ou appelé logistic regression. Donc en fait, c'est simple. Le mode supervisé, soit je fais une régression linéaire parce que j'ai des données historiques et je vais essayer de faire une projection, soit je vais faire de la classification. Si vous avez compris ça, vous avez compris que 80% de l'IA qui se fait aujourd'hui, on fait principalement ça. Et vous avez compris aussi qu'il me faut beaucoup de données, notamment données historiques, pour que je puisse faire apprendre à ma machine à travailler là-dessus. Ça va, hein, donc vous avez compris les 5 techniques, vous avez compris le mode supervisé, vous savez quasiment tout sur l'IA. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas toujours simple d'avoir des données qui soient annotées. Je ne sais pas toujours quelle va être la sortie de mes données. Donc c'est pour ça que si je mets, vous savez, tout à l'heure, il y avait le rouge et le bleu, là je dis, voilà, ça c'est un tas de données, mon ordinateur, essaye de trouver ça, essaye de les classifier par toi-même. Et ça, c'est le mode non supervisé. C'est qu'on va essayer de faire de la classification de données qui n'ont pas été labellisées. Vous allez me dire, mais ok, mais à quoi ça sert? Et où c'est que j'utilise ça? Mais si vous me donnez un exemple. Alors, si je vous donne un exemple, par exemple, le matin, quand vous allez sur Google News, Google, il utilise ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quels vont être les sujets sur lesquels on va travailler. Il ne sait pas comment il va devoir classer ces news. Parce que peut-être il va avoir, 5000 documents ou articles sur le Brexit ou je ne sais quoi autre. Donc du coup, cette classification, elle va varier chaque jour et en fonction des nouveaux articles qui arrivent. Donc ce n'est pas quelque chose qui est prévisible. Il va devoir les classifier. Donc il le fait de façon automatique suivant l'interprétation des news. Séquençage ADN, les réseaux sociaux. Je vais surtout m'arrêter sur celui-là qui est quelque chose qui va plus vous parler, c'est la segmentation de vos clients. Aujourd'hui, vous savez, quand on fait une segmentation, on aime bien dire « Ah tiens, je vais vendre par exemple des habits pour enfants, je vais le mettre dans des segments où c'est plutôt pour des jeunes couples de 25 à 35 ans, etc. » Donc vous savez, on aime bien ces classifications 20, 30 ans, 30, 40, etc. Je vous ai dit l'IA tout à l'heure, je vous l'ai dit, elle n'a pas de mode sémantique. Donc c'est-à-dire que pour l'IA, 30, 40 ans, vieux, pas vieux, gros, grand, petit, ça n'a aucun sens pour lui. Il n'a que des 0 et des 1. Egg vous l'a bien expliqué. Donc en fait, au lieu de faire une segmentation par ce que l'on pense et par le feeling comme ça, on va le faire par la donnée. Puis peut-être que si on fait une segmentation justement pour vendre des produits pour enfants, c'est peut-être dommage de s'arrêter à une famille peut-être de 25-30 ans parce que chez nous, on a une grand-mère généreuse et qui a peut-être 10 petits-enfants et que c'est elle qui paye pour tout le monde. C'est dommage parce qu'elle ne fait pas du tout partie de la jeune famille de 20 à 30 ans. Donc en fait, c'est la donnée qui va classifier ça. Et là, ça devient important parce que c'est quelque chose que vous pouvez tous faire. Et je vous promets que j'ai fait ce travail avec une PME romande. Ils avaient une classification avec 6 segments. À la fin, quand on a fini notre classification par les données, il y avait 2 segments. Et je peux vous dire on en a 2 parce qu'on a bien voulu en sortir 2, quoi. Et ça faisait 10 ans qu'ils faisaient leur marketing, leur stratégie marketing sur une segmentation qui était fausse. C'est-à-dire que dans des segments, on avait plus de 99,9% des gens. Voilà. OK. Le troisième système de machine learning, c'est ce qu'on appelle le reinforcement learning. C'est-à-dire que la machine est dans un état, on change d'état, et je vais avoir tout de suite un feedback sur mon changement. Est-ce que c'était bon ou pas bon? D'accord? Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous le fais de façon assez facile. Typiquement, c'est ce qui a été utilisé au début pour le jeu de Go, pour dire, vu que je ne peux pas modéliser l'ensemble des coups, à chaque fois que je vais jouer, je vais avoir un feedback si c'est bon ou pas bon. C'est ce qu'on utilise aussi dans le système de voiture autonome. C'est-à-dire que si une voiture arrive à un feu rouge, en gros, si elle s'arrête, je la félicite et je lui mets un reward, elle est très contente. Si elle passe au rouge, je lui dis, hop, il ne fallait pas le faire. Et vu que notre machine, elle aime recevoir des rewards comme un enfant, eh ben, après, elle aura compris qu'il fallait mieux s'arrêter à un feu rouge que d'y passer. Vous allez me dire, mais c'est hyper simple. Alors, encore une fois, c'est un peu plus complexe, mais si vous avez compris ça, c'est ça le mode de reinforcement learning. Okay, c'est-à-dire que je vais recevoir des rewards, en fait, je vais recevoir un feedback directement du changement d'état. Ce qui change complètement la donne, parce qu'on n'est pas obligé de tout modéliser. Et puis le dernier système, c'est le système de recommandation. Pour ceux qui font du machine learning, ils disent tous, ouais, c'est pas vraiment du machine learning, ou en tout cas, c'est un truc très simple. Pourtant, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui dans votre quotidien. Typiquement, quand vous utilisez Deezer, Netflix et autres systèmes, c'est ce qu'ils utilisent, quoi. D'accord ? Donc en gros, vous avez aimé 3 films d'amour, donc potentiellement vous aimez le 4e film d'amour que je vais vous proposer. Et si vous trouvez Netflix complètement idiot, ce qui est possible, je vous encourage à noter vos films. C'est-à-dire, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Parce que c'est toujours le problème de la data, on en reviendra dessus, mais plus Netflix vous connaît, plus il va être malin pour vous proposer quelque chose un film qui vous correspond.
Voilà, donc, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des 5 systèmes de l'IA, et puis je vous ai donné les 4 systèmes de machine learning. Facile, hein? Supervisé, non supervisé, le reinforcement learning et le système de recommandation. Bah, si vous avez tout compris ça, vous savez tout sur l'intelligence artificielle actuelle. C'est pas très compliqué, ça va? Vous avez suivi? Vous avez vraiment suivi? Maintenant, on va faire un exercice, alors. Alors, imaginez que, ça tombe bien, on est en Suisse, que je suis propriétaire d'un barrage et que je connais les niveaux du réservoir et je connais la sortie d'eau. À votre avis, je vais utiliser quel algorithme et quel système de machine learning pour pouvoir prédire ce qui va se passer? Personne ne veut se lancer. Vous avez le droit de dire des bêtises. Donc c'est un mode supervisé. Pourquoi? Parce que j'ai les données historiques et ça va être une régression linéaire. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure, ce n'est pas de la classification, c'est vraiment je pars des données historiques et je vais vous donner la suite. Alors, voilà, ça c'est une fonction hyper simple, pour ceux qui ont fait des maths, ils connaissent, ça x plus b, hein, voilà. Donc on appelle ça en mode AI, on n'appelle pas ça une fonction, on appelle ça une hypothèse, mais voilà, bon, peu importe, c'est que du vocabulaire. Si je vous marque ça, vous allez dire, bon ben voilà, j'ai trouvé une droite. Vous allez dire, ouais, Jérôme, t'es gentil, mais ta droite, elle passe pas du tout par tes points, et puis c'est pas très très malin. Alors oui, vous avez raison. Et pour corriger ça, notre travail en tant qu'expert, c'est de faire quoi? C'est de calculer la distance qu'on a entre les points bleus et puis ma ligne violette, là. Puis ce qu'on veut faire, c'est minimiser cette distance. On veut qu'elle soit la plus petite possible pour que la ligne violette, elle passe quasiment sur tous les points bleus. Donc, minimiser cette distance, c'est ce qu'on appelle, en termes algorithmiques, ça s'appelle la cost function, et c'est de minimiser cette cost function. C'est-à-dire minimiser le coût, en fait, le coût, parce que ça, on part du principe que c'est un coût, cette distance qui est trop grande. Donc notre travail, ça va être faire quoi? Ça va être de minimiser cette distance, donc on fait que ça, par différents algorithmes, mais voilà. Donc, pour ça, je vais améliorer mes algorithmes, et je vais essayer d'être un peu plus intelligent et de rajouter des paramètres. Alors par exemple, si j'en mets un peu trop, je vais être parfait sur mes points, mais, comme vous le voyez sur ma droite, évidemment, il y a des trucs qui sont complètement aberrants. Et j'attire juste votre attention 2 secondes là-dessus. Évidemment, quand je vois ça, si je suis responsable d'un barrage, je dis « Mais Jérôme, t'es complètement idiot. Comment t'imagines que l'eau, elle va remonter par le trou par lequel elle est sortie alors que le réservoir... » Enfin, ça n'a aucun sens, ces chiffres négatifs. Et c'est là où votre rôle est hyper important. C'est-à-dire que vous allez travailler avec des data scientists, mais votre rôle d'expert dans votre domaine va être important pour dire « Ça a du sens ou pas ce que j'ai trouvé ?» Parce que, sincèrement, là, ça nous paraît évident, mais il y a des fois où moi, j'ai aucune idée si ça a du sens ou pas. Et puis, par corrélation, on peut trouver des trucs complètement aberrants. Puis pour ça, je vous mets juste un exemple que j'ai piqué à Marcel Salaté. Voilà, ça, c'est le nombre de tablettes de chocolat mangées par habitant, et c'est le nombre de prix Nobel dans les mêmes pays. Puis oui, on peut trouver une corrélation assez simple entre le fait que la Suisse, on est là où on mange le plus de chocolat, on a le plus de prix Nobel. Ok, c'est évident que cette corrélation n'a aucun sens aucun sens sur le plan mathématique. Mais c'est drôle. Mais c'est à quoi on est confronté en permanence quand on fait de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre travail, ça va être de trouver une courbe qui soit le plus proche possible le plus proche possible de ces points. Alors vous allez me dire, mais Jérôme, c'est pas parfait. Oui, c'est pas parfait. C'est pas parfait parce que la vie, elle n'est pas parfaite et que nous, êtres humains, on n'est pas parfaits. Mais on n'est quand même pas très loin. On n'est pas très loin et c'est avec ça qu'on peut travailler. Donc le grand jeu des data scientists, en tout cas des gens experts en machine learning, c'est de ne pas se retrouver dans ce cas-là, ce qu'on appelle une erreur de biais, et pas de se retrouver dans le cas là-bas qui est trop proche des points, qui fait à chaque fois que je vais en mettre un nouveau, il va être forcément faux. Ce qu'on appelle la variance. Nous, on va être juste dans le just right. Ça va? Ouais? Voilà. Vous avez fait un exercice de machine learning, vous avez appris ce que c'était que l'IA. Moi, je crois que vous êtes prêts pour attaquer vraiment les projets de machine learning. Pourquoi on est là maintenant? Aigle l'a bien dit, vous savez, on a la puissance de calcul qui a augmenté, la loi de Moore, je l'ai mis, maintenant on a les GPU, on va avoir les supercomputers que IBM va nous offrir gratuitement, donc en plus ça c'est génial, donc on va pouvoir faire plein de choses intéressantes. Et puis, on a de la donnée. Parce qu'en fait, pourquoi on a attendu très longtemps, c'est que passé un moment, on n'avait pas de données. La donnée numérique, elle arrivait au moment où on a eu accès à la donnée. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je ne suis pas si sûr que ça. Et là, je rejoins avec tout à l'heure. C'est qu'en fait, on vous dit qu'on est dans un monde de big data, on vous dit sans arrêt qu'on a plein de données, que c'est génial, etc. Mais en fait, de la donnée qui sert et avec qui on peut travailler, franchement,
regardez autour de vous, c'est très compliqué. Le premier travail que l'on fait quand on vient voir une PME ou même une grosse entreprise, c'est dire, mais elles sont où vos données? Ils nous montrent leurs données, on dit, mon Dieu, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est tellement pas sorti de l'auberge qu'on est obligé de les créer. On crée des fausses données. On est dans un monde où on vous dit qu'il y a plein de données, et nous, on en crée encore des nouvelles parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Ça, c'est la réalité de ce qu'on vit au quotidien. D'accord ? Donc en fait, il y avait cet article du Financial Times qui m'a fait plaisir de lire, c'est qu'en fait, ils disent, OK, avant de pouvoir mettre des nouvelles technologies en place, il faut résoudre les problèmes de données. Bah oui, parce que c'est ce qui va nous aider à continuer à avancer, quoi. Il y a juste un truc, c'est que je pense qu'ils ont oublié d'autres paramètres. Ils ont oublié aussi l'organisation, ils ont oublié aussi l'ouverture d'esprit sur les données, l'accès aux données, et puis l'évaluation de la donnée. Qu'est-ce qu'elle vaut, en fait, notre donnée ? Alors, je vais essayer de passer à travers. L'ouverture d'esprit sur la donnée, on est vraiment dans ce monde-là. C'est qu'à chaque fois qu'on va voir une PME, puis on lui dit « Hey, vous voulez travailler avec vos données ?» Elle dit « Non, mais c'est super, Jérôme, ton truc. Mais moi, j'ai juste pas le temps. » Et vous vous souvenez l'exemple que je vous ai donné de la PME en Suisse romande qui faisait du marketing depuis 10 ans sur une fausse segmentation? Ben voilà, on peut se poser la question de dire « Mais est-ce que vraiment je dois continuer comme ça ou est-ce qu'à un moment, ça vaut le coup que je m'arrête, je regarde ce que j'ai dans les données et je prenne les bonnes décisions ?» L'évaluation de la donnée. Je prends l'exemple du téléphone, mais en fait, c'est par exemple pour les chatbots. Le grand truc maintenant qu'on fait, c'est qu'on met en place des chatbots. Alors des vrais chatbots intelligents, hein, pas les chatbots qui sont, vous savez, comme vous vous souvenez, la petite trombone qu'on avait sur Windows, là, qui agaçait tout le monde, qui était complètement nul, qui répondait à rien. Bon, bah, aujourd'hui, il y a des gens qui font encore ça, mais si on fait un vrai chatbot intelligent avec de l'intelligence artificielle, une des grosses problématiques, c'est de récupérer des phrases pour des intentions. Et puis, le premier projet qu'on a fait chez DeepLink, on l'a fait sur de la psychologie. L'idée, c'était de faire un psychologue bot. Et le psychologue nous a dit, donc on a travaillé avec un vrai professionnel, il a dit, vous savez quoi, le premier problématique, c'est les couples. 80% des gens viennent nous voir pour les problèmes de couple. Donc on a dit, on va commencer par ça. Ouais. Et vous savez quoi, être cocu, ça se dit 300 fois différent. Je suis cocu, ma femme est infidèle, j'ai des cornes, je ne peux plus passer sous les portes, etc. Alors pour nous, ça paraît évident. Pour une machine, c'est hyper complexe. Et donc, quand on fait un chatbot, le premier truc, c'est trouver ces fameuses phrases. Et puis, qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans une banque, ouverture de compte, ils vont chercher ces phrases. Comment je dis, je vais ouvrir un compte? De quelle manière je vais le dire? Alors, ils font ce travail-là, puis après, dans une autre banque, ils font exactement le même travail. Puis dans une troisième, ils font exactement le même travail. Mais leur intelligence, elle n'est pas dans la phrase. L'intelligence, elle est dans l'action qui est faite une fois que je dis, je vais ouvrir mon compte. Comment je veux le faire? Donc, peut-être une mutualisation de ces phrases pour découvrir les intentions serait intelligent. Mais vous savez, chaque fois qu'on parle de la data, les gens, ils n'ont pas une bonne vision de la donnée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils croient que de toute façon, c'est dangereux ou je vais tout garder pour moi parce que je ne sais pas ce que je vais en faire. Et là, il y a une maturité sur la connaissance de la donnée qui peut être intéressante. Et des fois, ça vaut le coup de l'évaluer en disant, est-ce que vraiment j'ai de la valeur dans cette donnée ou est-ce que je pourrais la partager avec des confrères qui me permettraient de mutualiser les coûts? Je vous laisse réfléchir à ça dans vos entreprises. Data access. C'est vraiment le chat et la souris, ce truc-là. C'est vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Parce que, évidemment, si je n'ai pas d'accès aux données, je ne peux rien faire. Puis en même temps, d'un côté, je voudrais bien avoir de la privacy. Donc c'est hyper compliqué parce que si on parle de la santé, les données de santé, moi je suis partisan de dire que les problèmes ne sont pas dans les données, sont dans les algorithmes et dans ce qu'on en fait. Parce que la donnée en elle-même, elle n'a pas beaucoup de sens si vous n'en faites rien. Ça, on dit toujours, j'aime pas la comparaison en disant la donnée est un asset. Si vous n'en faites rien, votre asset, il ne vaut rien du tout, quoi. Si je prends mes données de santé, je les donne à un groupement d'hôpitaux pour trouver des solutions pour les maladies orphelines. C'est hyper cool, je suis le premier à le donner. Maintenant, si je le donne, ça tombe bien, on est au mois de novembre, à mon nouvelle assurance pour la malle, puis qui va m'augmenter, mais pas la malle, mais en tout cas m'augmenter mes primes de 20%, ça me fait beaucoup moins rire, quoi. Pourtant, c'est la même donnée. C'est exactement la même donnée. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de cette donnée. Donc, l'accès aux données dans vos entreprises, c'est un vrai problème. Parce que souvent, on est en silo, on ne veut pas la donner, on ne veut pas la transmettre parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut en faire. L'organisation, oui, c'est-à-dire que dans vos entreprises, le premier truc qu'ont fait les gens, c'est de dire « je vais embaucher des data scientists ». Bon, très bien, embaucher des data scientists. Et puis, quand on a regardé les premiers job descriptions des data scientists, c'était vraiment des licornes, mais dans le sens
le truc introuvable, quoi. Il fallait que les gens ils aient fait HEC, mais aussi il fallait qu'ils aient fait le PFL, qu'ils aient fait de l'art, parce que c'est sympa d'avoir un peu une notion un peu de l'art, que ce soit un homme et une femme aussi, parce qu'on ne veut pas de disparité. On voudrait aussi qu'ils parlent différentes langues. Enfin, c'est impossible, on ne peut pas trouver ça. Donc, l'organisation, c'est très important, et je vous ai mis quelques grands termes qu'on peut trouver dans les organisations. Pourquoi ? Parce que c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit impliqué. Et c'est différents profils. Pensez-y si vous voulez faire de la data science dans vos entreprises, c'est qu'il faut des profils différents. Parce que vous ne trouverez pas une seule personne qui est capable de tout faire. Je m'arrête sur un point, c'est ça, la sécurité. Parce que c'est un domaine où on n'aime pas bien travailler, les data scientists n'aiment pas bien travailler avec les experts de la sécurité. D'ailleurs, les experts de la sécurité nous voient un peu comme ça, des espèces de fous qui font n'importe quoi, puis nous, on les voit plutôt comme ça. Mais ça, c'est la vision des data scientists. En fait, c'est hyper important. On en est bien conscient. Parce que, par exemple, je vous parlais des problèmes des chatbots tout à l'heure. Je veux dire, si vous faites un chatbot bancaire et que vous demandez le solde de votre compte, vous voulez être sûr que c'est bien vous qui demandez le solde de votre compte et pas votre voisin, ou etc. Donc, en fait, il y a une vraie problématique de sécurité sur les bots. Et l'autre problématique que l'on ne parle pas beaucoup, vous savez, on parle toujours des voitures autonomes. Mais en fait, pourquoi on n'a encore pas beaucoup de voitures autonomes sur la route ? C'est que, vous voyez, ces images, c'est des panneaux stop. Hein. Pour nous, c'est évident. Vous rajoutez ces quelques stickers sur les panneaux stop bien placés. Vous vous souvenez ce que vous a dit tout à l'heure, Egg ? On fait une décomposition de chaque pixel. Et quand il a fait son 8, là, il a dit, selon la pression que l'on appuie, ce n'est pas les mêmes choses. Et pour une image, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ces images, on va les découper en plusieurs pixels. Et si on place ces stickers sur ces endroits stop, c'est vu comme des panneaux de limitation à 45 km/h. Donc moi, j'ai plutôt envie que ma voiture, elle s'arrête, plutôt qu'elle pense qu'elle peut continuer à rouler jusqu'à 45 km/h. D'accord ? Je vous donne quelques exemples, voilà, parce que vous allez dire peut-être qu'il dit n'importe quoi, mais voilà, voilà la différence. Pourtant, vous voyez, pour nous, à l'être humain, c'est hyper simple, on voit ça tout de suite, quoi. Donc la sécurité, même physique des objets, elle pose un vrai problème. Donc on n'est encore pas très prêt pour les voitures autonomes. Hein. Top. Alors, je crois que je suis dans le... Encore ? Super. Alors, le takeaway que je voulais vous donner, c'était pour vous, PME. Ouais, c'était ça. Bon, en fait, vous pouvez déjà implémenter de l'IA chez vous. Il y a des choses très simples à faire. Typiquement, je sais que les PME, un des gros problèmes qu'elles ont, c'est que, par exemple, beaucoup n'ont pas de chatbot, de call center. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Et puis moi j'ai aussi travaillé dans des boîtes où il n'y avait pas de call center, c'est vous qui décrochez le téléphone et puis vous êtes en train de faire un truc et vous êtes perturbé par ce que vous êtes en train de faire et puis vous devez répondre à ça. Donc, par exemple, pouvoir mettre un chatbot, ça peut être intéressant. Vous avez vu les chatbots que je vous ai mis, ça ne répondra pas à 100% de vos problèmes, mais peut-être à déjà 60% des questions qui sont déjà connues, d'accord, par l'entreprise. Et puis, en même temps, c'est des choses où on peut le trouver sur les sites web. C'est pareil. Dans un site web, c'est hyper compliqué de trouver l'information. Ça se trouve, elle y est aussi. Donc, peut-être qu'on peut être un peu intelligent, puis faire un chatbot qui soit dynamique et qui vous donne l'information plutôt que vous allez la chercher. Un peu comme un moteur de recherche. Aujourd'hui, c'est hyper courant de taper sur Google, tout le monde comprend. Demain, peut-être que votre site web, il n'aura plus la même tronche qu'il a aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y aura plus de boutons et il y aura juste un bot qui vous mettra dynamiquement les pages. Et ça, c'est pas du rêve parce qu'on l'a déjà implémenté 3 fois chez DeepLink. Donc ça arrive. Et ça arrive pour des PME. Les premières étapes, c'est clair, c'est de voir où est votre besoin, quoi. D'accord ? Parce que la dernière fois, j'ai discuté, souvent ce qu'on dit pour mettre de l'IA en place, c'est vous prenez des process qui sont chronophages, pas beaucoup de valeur ajoutée et répétitif. Si vous avez ça dans votre entreprise, vous pouvez dire que l'IA peut peut-être le remplacer. Mais il faut quand même voir ce que ça veut dire au niveau coût, quoi. D'accord ? Donc le retour sur investissement, il est quand même à calculer. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est vous lancer dans un projet en disant c'est chouette, je vais économiser de l'argent, ou en tout cas je vais ramener plus de productivité d'un côté, si vous dépensez 12 fois ce que ça vous coûte aujourd'hui. Donc cette étude, elle est vraiment intéressante de regarder un petit peu comment on fait. J'aime bien que vous puissiez partir avec 2-3 trucs. Tout à l'heure, on a parlé des cours en ligne sur la data. C'est vachement intéressant de pouvoir le faire. Il y a des cours qui sont très très bien. Alors, je vous en ai mis ici à l'EPFL, l'Extended School. Je vous en ai mis aussi parce que dans le Valais, c'est normal. Donc, il y a l'IDIAP qui propose un master très intéressant sur l'intelligence artificielle. Et puis, par exemple, je vous en ai mis un qui est Coursera, c'est le cours de Stanford qui est très accessible. C'est 11 semaines, ça se fait bien. Si vous voulez commencer à connaître un peu ce qui se fait sur l'intelligence artificielle. Les livres, il y a celui d'Yann Lequin qui vient de sortir et un autre qui vient de sortir, celui d'Aurélie Jean. Les 2 personnes que j'ai mentionnées tout à l'heure. J'ai essayé de vous trouver des bouquins en français.
c'est toujours plus simple à lire. Donc voilà, c'est deux livres. Celui d'Aurélie Jean, il est sorti hier, donc il est vraiment tout neuf. Hein. Et puis pour les services, c'était normal qu'à un moment je fasse un clin d'œil, donc vous pouvez nous appeler DeepLink et puis T2I pour qu'on vous aide à mettre en place l'intelligence artificielle chez vous. Vraiment, comme takeaway, je peux vous dire, c'est pour faire leverage sur l'IA, c'est adapter l'organisation, en tout cas, faites en sorte que toute l'organisation soit impliquée dans les projets d'IA. Parce que ça ne touche pas que l'IT, ça touche beaucoup de gens. Ça va avoir des impacts sur les ressources humaines aujourd'hui. Typiquement, la première question qu'on pose, c'est « Ah, mais quid des jobs ?» Donc évidemment, ça a des impacts sur les ressources humaines. Ça a des impacts aussi sur votre stratégie globale de l'entreprise, quoi. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que vous allez devoir repenser un petit peu l'organisation, l'entreprise et tout ça dans un même domaine. Donc, pour ça, pas de souci. Il y a des gens qui sont très qualifiés pour vous donner un coup de main là-dessus. Mais pensez-y. Pensez-y qu'un projet d'IA peut avoir un impact important. Et le dernier takeaway que je voudrais vous donner, c'est utiliser les probabilités et les faits, quoi, plutôt que les croyances. Alors, généralement, quand je dis ça, j'ai toujours un chef d'entreprise qui se lève et qui me dit « Ah, Jérôme, t'es gentil, je t'ai pas attendu. Moi, ça fait 25 ans que je gère ma boutique avec mon ventre. Et puis, ça a toujours bien marché. » Et je dis « Oui. » Et il a raison. Il a complètement raison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout son historique, les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché, il les a annotés, il a mis ça dans sa propre machine learning et il sait quoi que la prochaine action, il va tenir compte du passé. En fait, il a fait du machine learning interne. C'est exactement la même chose. Donc je dis oui, bien sûr. Mais là, l'avantage de la machine, c'est qu'au lieu d'être tout seul à prendre ces décisions, on peut le faire avec les données des clients, des produits et voire des données externes de l'entreprise, ce qui est important. Et puis, comme j'ai commencé avec quelque chose que j'aimais bien, je voulais laisser le mot de la fin à quelqu'un. Faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Pareil. Donc j'espère que vous êtes parés et qu'il ne faut pas toujours attendre et que vous pouvez foncer dans l'IA. Je vous remercie.